Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On va revenir évidemment sur les deux gros thèmes de la semaine, mais le plus important, celui qui est surveillé par les marchés mondiaux depuis des mois maintenant comme indicateur d'une réussite des différentes mesures de normalisation monétaire de la Fed, eh bien, c'est l'inflation aux États-Unis. Et enfin, une bonne surprise de ce côté-là, avec un repli coordonné finalement, un repli à la fois de l'inflation globale aux États-Unis et de l'inflation core, c'est-à-dire de l'inflation hors alimentation et hors énergie. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle et pourquoi on a le sentiment cette fois-ci que l'inflation a réellement effectué son pic aux États-Unis? Parce que les mois précédents, on avait certes un repli de l'inflation globale aux États-Unis. Il y avait eu 3 mois de repli consécutif de l'inflation avec des tout petits paliers, donc un repli très très léger de l'inflation. Mais sur les 2 derniers mois, on avait un rebond de l'inflation core, c'est-à-dire de l'inflation hors alimentation et hors énergie. Donc il s'est pensé qu'il n'y ait pas encore de certitude sur le fait que l'inflation ait vraiment touché son plafond. Et là, le fait d'avoir sur une publication à la fois une poursuite du repli de l'inflation globale, c'est donc le 4e mois consécutif de baisse de l'inflation aux États-Unis, et le fait d'avoir l'inflation core qui marque également un beau palier à la baisse, on passe de 6,6 à 6,3%, et pour l'inflation globale, ça passe de 8,2 à 7,7, et bien ça conforte l'idée que ça y est, le pic inflation a bien été touché. Et les marchés ne s'y trompent pas. Le marché obligataire notamment, très très sensible à ces questions de taux, à ces questions d'inflation, pardon. Eh bien, quand vous regardez le taux 2 ans américain, qui est un marqueur assez fort par rapport à ces anticipations d'inflation, et donc les anticipations aussi de redressement de taux de la Fed, eh bien, on a eu un décrochage de presque 30 points de base du taux 2 ans américain. 30 points de base, c'est 0,3%, donc ce qui est beaucoup pour un taux plutôt court, et surtout sur une échelle de temps très courte, c'est-à-dire quelques secondes après la publication des chiffres d'inflation. Donc le marché a vraiment l'impression que ces chiffres sont importants. Je le pense aussi. Je pense qu'on peut qualifier la séance qu'on a vue aujourd'hui et les publications qu'on a vues aujourd'hui sur l'inflation d'un pivot de l'inflation, en fait, où on a le sentiment que ça y est, le pic est là, et donc aussi, toujours à faire attention quand on parle des marchés, mais potentiellement aussi le sentiment que les taux américains, les taux souverains, donc les taux 2 ans, taux 10 ans, etc., le sentiment que ces taux n'iront pas forcément beaucoup plus haut du coup, parce que si effectivement on commence à avoir une macroéconomie qui ralentit, ce qui est le cas actuellement aux États-Unis, que vous commencez en plus à avoir des signaux que l'inflation ralentit, ça va pousser la Fed à la prochaine réunion de décembre à ne pas relever les taux de manière aussi forte, donc probablement une hausse de seulement entre guillemets, ça reste quand même une hausse très importante, mais de 0,5%, et en tout cas l'hypothèse 0,75% risque d'être rangée tout simplement pour ne pas aller trop loin dans la politique monétaire. Parce qu'on avait quand même bien compris dans le dernier message des membres de la Fed, qui restait toujours relativement agressif, mais on avait bien compris qu'ils regardaient quand même les effets retard de la politique monétaire. Quand on augmente les taux, eh bien les effets sur les taux de crédit ou autres et sur le ralentissement de l'économie se font sentir pendant plusieurs mois, et plusieurs mois après surtout. Donc il y a un effet retard. Et donc désormais, si ça commence à ralentir, macroéconomie plus inflation, eh bien la Fed va devoir aussi faire un peu plus attention. Elle ne va pas pivoter pour autant, mais elle va commencer à assouplir peut-être un peu plus ses déclarations, en tout cas les nuancer plus fortement que précédemment, et puis surtout à commencer à ralentir la cadence de ces hausses de taux. Donc c'est ça le sentiment que laisse la séance d'aujourd'hui. Donc quand on enregistre ce podcast, on est jeudi, donc on est en milieu d'après-midi là, il est 16h au moment où j'enregistre ce podcast, parce que demain c'est férié, donc il sera publié avant, mais c'est vraiment l'impression que donne cette publication d'inflation, vraiment un tournant par rapport à l'inflation. Alors le chemin est encore long, un tournant ne veut pas non plus dire que tout va retomber d'un coup au niveau des prix. L'inflation, ça montre toujours qu'il y a une poursuite de la hausse des prix, mais à un rythme qui ralentit, et ça c'est important parce que les marchés ont beaucoup anticipé de manière très négative, donc ces questions d'inflation et ces questions de taux de la Fed. Donc maintenant ils commencent aussi, ils ont déjà commencé à le faire déjà en octobre, à anticiper du coup un rythme de normalisation monétaire qui va un peu ralentir. Alors après, d'un point de vue des marchés, c'est quand même une très bonne nouvelle, donc par rapport au taux qui commence à décélérer, ça on l'a vu. On a vu le dollar faiblir également assez sensiblement aujourd'hui, la volatilité des marchés actions, le VIX est retombé aux alentours de 23, c'est son plus bas de 2 mois à la volatilité des marchés américains, l'indice de volatilité du S&P 500, donc plus bas de 2 mois sur la volatilité. Ça c'est relativement intéressant, et puis surtout on voit que les marchés actions ont bien rebondi. Alors par contre, on peut quand même ne pas être trop optimiste sur la
tendance à court terme des marchés actions. Ça a bien rebondi aujourd'hui parce qu'il y a effectivement un effet surprise de cette inflation. Ne pas oublier quand même que les marchés étaient quand même beaucoup ralliés, notamment des indices comme le DAX, des indices comme le Dow Jones par exemple, avaient déjà pas mal rallié au mois d'octobre sur les données économiques qui étaient un petit peu moins favorables aux États-Unis. Il y a des publications qui étaient un peu moins bonnes sur les indices d'activité notamment, avec des composantes de prix qui baissaient déjà dans ces indices. Et donc, on a quand même le sentiment que les marchés avaient déjà un peu acheté finalement les données moins bonnes en prévision que du coup, la Fed allait à un moment donné assouplir un petit peu et que potentiellement l'inflation aussi allait commencer à faiblir un petit peu. Donc je pense qu'en revanche ce n'est pas le top départ pour, à très très court terme je parle, pour un rallye supplémentaire de 15%. Mais par contre je pense que ces données d'inflation du jour et vu la réaction des marchés, notamment des marchés obligataires, je pense que ça va quand même dans le sens d'une probabilité plus importante que des gros indices, notamment en Europe par exemple, même si on parle bien de l'inflation américaine, mais il y a toujours un effet retard ensuite par rapport à l'Europe, que certains indices aient fait leur point bas, le CAC, le DAX, probablement aussi certains indices américains, peut-être les indices de small cap notamment, les petites valeurs comme ça sensibles à ces conditions financières là qui aujourd'hui ont connu une belle séance cet après-midi de redressement. Des indices comme le Dow Jones aussi potentiellement ont déjà vu leur plus bas. Donc voilà, une petite incertitude quand même toujours sur les parties un peu valeurs technologiques ou autres, parce qu'il y a aussi des questions de résultats autres qu'il faut surveiller, mais ça va quand même dans le sens d'une probabilité plus élevée que beaucoup de gros indices à travers la planète aient fait leur point bas. Et donc ça, par contre, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs. Pour le trading, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, quand les marchés anticipent beaucoup, après, il peut y avoir des phases de repli aussi, un peu de prise de gain, ce genre de choses, malgré des chiffres qui vont dans le bon sens. Ça, c'est un petit peu, je pense qu'il faut peut-être un petit peu s'attendre dans les jours qui viennent, un petit peu de consolidation, disons, de la phase de hausse récente, celle du mois d'octobre et de novembre, du début novembre. Mais en revanche, ça reste une bonne nouvelle pour la colonne vertébrale des marchés et pour le sentiment plus global, même s'il y a toujours des facteurs de stress géopolitique, etc. Mais là, on se détend un peu sur un sujet qui est quand même le sujet majeur pour les marchés, ou un des sujets majeurs qui les préoccupe depuis le début de l'année. Donc une séance relativement intéressante. On a également du coup vu une réaction des actifs risqués, et ça c'est le deuxième gros sujet de la semaine, les actifs risqués, notamment les cryptos, avec une actualité très chargée, la quasi-faillite, ou peut-être faillite, on n'en sait pas encore totalement si c'est le cas ou pas, mais en tout cas, énorme risque de faillite à 90% d'un énorme courtier crypto qui, d'un seul coup, a annoncé d'énormes problèmes pour sa structure, des clients qui ne peuvent plus retirer leurs fonds, et donc, grosse perturbation à nouveau sur le marché des cryptos. Mais pourquoi on parle de ça? Parce que c'est la grosse actu de la semaine, que ça a beaucoup bougé. Mais en revanche, il va falloir aussi distinguer, je pense, sur les cryptos, deux choses. C'est l'actualité liée aux intermédiaires et aux brokers, où là, c'est pas la première fois qu'on a des soucis de brokers pur crypto, qui mettent la clé sous la porte, liés soit à des mauvais fonctionnements, soit à des fraudes, liés à des scams, voilà. Et distinguer de cela la partie crypto pure, qui à ce stade, est toujours perçue comme un actif. Alors certes, qui a perdu beaucoup de valeur, mais c'est une classe d'actifs. Une classe d'actifs, certes, assez récente, mais une classe d'actifs quand même. Et par ce prisme-là d'analyse, on sait que c'est une classe d'actifs qui était très sensible aux politiques monétaires. À la fois quand elles ont été assouplies, ça a entraîné énormément de liquidités dans le marché, donc ça a drainé, ça a tiré les cours à la hausse avec beaucoup de spéculation. Puis ensuite, la bulle a explosé quand la Fed a commencé à durcir le ton en fin d'année dernière et en début d'année. Énorme chute des cryptos, 70-80% de baisse pour les principales d'entre elles. Et là, si on commence à arriver effectivement au bout de ce tunnel de l'inflation qui commence à plafonner avec des taux de la Fed, en tout cas des taux souverains qui vont commencer à plafonner un petit peu, et puis des hausses de taux de la Fed qui vont être un peu plus calibrées désormais, ça peut aussi vouloir dire qu'on a peut-être vu le plus dur pour cette classe d'actifs. Et donc, à surveiller parce qu'il y a toujours cette sensibilité qui est très forte, en tout cas depuis plusieurs mois, même trimestres maintenant, des cryptos aux questions de politique monétaire. Donc, à considérer comme un élément potentiellement plus favorable pour les cryptos, une fois que cette actualité, je vais dire, de court terme importante, mais sur des faillites d'intermédiaires, de plateformes d'exchange, un crypto auront été évacuées, eh bien, il restera la question des actifs, la question de la régulation aussi, qui passera par là, bien évidemment, après de tels épisodes absolument incroyables. Est-ce qu'il y a eu des fraudes? Est-ce qu'il y a eu c'est totalement anormal qu'une plateforme de cette envergure disparaisse du jour au lendemain, ou en tout cas fasse faillite ou quasi faillite, on verra ce qu'il en est. Donc c'est la régulation va passer par là, et ça c'est pas forcément une mauvaise chose pour la confiance des investisseurs à un moment donné aussi. Il y a ceux qui malheureusement auront perdu dans l'histoire. Toujours penser aussi que les crises sont des
période où les opportunistes, ceux qui savent être patients et qui ont évidemment du cash aussi, ça peut être des fonds spéculatifs, ça peut être des fonds tout court, ça peut être des investisseurs qui eux, estimeront peut-être qu'à un moment donné, les cours de certains actifs crypto vaudront à nouveau le coup de revenir et puis rentreront à ce moment-là. Donc tout le monde ne sera pas perdant forcément dans cette histoire-là et certains attendent peut-être des moments opportunistes pour le faire. Et quand les politiques monétaires commenceront à changer un petit peu de ton ou autre, ça pourra aussi commencer à traduire les points bas sur les cryptos qui n'étaient pas si loin que ça. Voilà, donc à considérer ce prisme-là. On a également donc surveillé cette semaine les mi-termes, les élections de mi-mandat aux États-Unis. Bon, pas de surprise majeure. Une chambre des représentants où la partie républicaine a une percée, mais ça n'a pas été la vague rouge submersive des Trumpistes, comme certains pouvaient l'annoncer. C'était une montée en puissance des républicains, mais dont certains sont modérés, pas seulement des Trumpistes, donc ça n'a pas forcément beaucoup fait réagir le marché du coup. Et puis sur la partie Sénat, toujours des attentes par rapport au résultat final, mais ça a été, je vais dire, presque non-événement pour le marché. Voilà, il ne s'est pas passé grand-chose par rapport à ça. C'est surtout l'aspect crypto cette semaine qui a vraiment monopolisé l'attention. Et puis là, beaucoup en fin de semaine, donc l'aspect inflation qui a créé des répercussions globales sur tous les marchés. Les cryptos, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit parce que voilà, médiatique. Je rappelle quelques tailles de marché quand même pour quand même relativiser les choses. Les cryptos aujourd'hui, ça pèse à peu près 800 milliards de dollars, c'est l'ensemble du marché, 800 milliards, donc oui, c'est beaucoup. Mais quand vous comparez ça, par exemple, au marché obligataire mondial, il pèse 120 000 milliards de dollars, le marché obligataire mondial. Donc, vous voyez, on est quand même sur des bases extrêmement différentes. Idem pour les marchés actions. On a un indice comme le S&P, le SP500, il pèse 30 000 milliards de dollars. Donc voilà, c'est quand même pour relativiser les choses. Ce qui a plus d'importance pour les marchés mondiaux, c'est quand même les questions d'inflation et de politique monétaire. Et il y a des parenthèses comme ça d'actualité sur les cryptos, donc il faut traiter aussi parce que ça fait partie de l'actualité de marché, mais qui n'ont pas le même retentissement quand même que des changements comme ça de braquet sur l'inflation. Voilà ce qu'on peut dire dessus. Alors après, oui, pour terminer sur la partie indicielle, il est possible qu'on assiste un peu à des consolidations d'indices actions, parce qu'ils avaient déjà beaucoup grimpé au mois d'octobre sur des anticipations donc, de mauvaises nouvelles qui étaient perçues comme des bonnes nouvelles donc, par les indices. L'inflation aujourd'hui vient donner un petit coup de pouce supplémentaire. Après, il me semble que pour aller quand même plus haut, il va falloir qu'on commence à assister aussi à des stabilisations d'ordre macroéconomique. Et je pense que celles qui seront le plus surveillées, ce sont celles en provenance de Chine. Et ça, je vais en parler dans quelques instants, parce que la semaine prochaine, il y a une belle série de statistiques qu'on va suivre sur la Chine, mais il faudrait aussi du coup que la macroéconomie, notamment en Europe, par rapport à tout ce qui est géopolitique, et puis la partie chinoise, envoie des signaux un peu meilleurs. Et là, ça viendra conforter ce sentiment que d'un côté, l'inflation baisse, de l'autre côté, la macro dans les zones sensibles s'améliore. Et là, c'est le bon cocktail pour que les indices aillent plus haut, parce que ça améliorera les perspectives de résultats pour les entreprises qui s'étaient pas mal dégradées ces derniers temps. Vous voyez, il faut qu'il y ait des boosters comme ça qui prennent un peu le relais, notamment d'ordre macro, et sur les zones qui ont beaucoup inquiété les investisseurs ces derniers trimestres, à savoir notamment l'Asie avec la Chine, surtout la Chine. Du côté de la Chine, petite parenthèse, on a vu cette semaine que enfin, depuis 2020, ça y est, on assiste à un premier repli de l'indice des prix à la production. Premier repli, donc ça c'est un signe favorable sur la question d'inflation, du coup notamment d'inflation exportée qui sera beaucoup moins forte du coup. Ça soulève des questions en revanche, et c'est pour ça qu'on parle de macro, sur la dynamique chinoise. On sait qu'elle a beaucoup ralenti. Les dernières publications de balance commerciale montrent que les exportations ont fléchi alors qu'on les attendait en rebond, et idem pour les importations qui ont été plus faibles et qui se sont également repliées. Donc l'analyse des données économiques chinoises montre pour l'instant toujours un ralentissement, et pour que ça plaise au marché, il va falloir que la macro chinoise commence à montrer des signaux de stabilisation d'abord, déjà de stabilisation, et après de rebond, et là on sera sorti d'affaires. Mais en tout cas, des choses intéressantes. On a vu aussi tout petit truc sur la Chine. Les marchés chinois donc, ont un petit peu rebondi depuis quelques jours, ça on l'avait noté, mais on a aussi observé depuis 24-48 heures un tout petit rebond de la valeur des obligations à haut rendement en Chine. C'est un secteur qui a été absolument massacré parce que très exposé à l'immobilier, et on sait que c'est un des gros points faibles de la Chine en ce moment. Là on observe, c'est très très léger, je vous dis ça comme une anecdote, mais voilà, un petit rebond des valeurs obligations à yield chinoises. En tout cas, ça va dans le bon sens. Voilà. Il faudrait que ce soit conforté par 1, 2, 3, 4 semaines de rebond, vous voyez, pour qu'on sache un petit peu les choses changer. Donc c'est pour l'instant de l'ordre de l'anecdotique, mais ça fait quand même pas de mal, notamment quand il y a d'autres chiffres à côté, comme l'inflation, qui donnent un bon coup de boost au marché. On a également eu cette semaine un léger rebond de la confiance des investisseurs en zone euro qui a été massacré depuis plusieurs mois. Et là, un petit rebond. Et on sait que d'un point de vue historique, quand la confiance des investisseurs en zone euro, c'est des indices qui mesurent ça, tombe extrêmement bas.
de manière globale, c'est plutôt des opportunités pour les investisseurs pour entrer dans le marché. Et il semblerait qu'une fois de plus, l'énorme dégradation et les points qu'on a touchés il y a quelques temps, les points bas, aient pu constituer effectivement un signal intéressant pour les investisseurs de long terme, ceux qui sont patients, qui peuvent attendre 1, 2, 3 ans de voir leur portefeuille rebondir. Donc c'est en tout cas, ça va dans le sens aussi des choses plutôt positives à mettre au crédit cette semaine. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le bilan de cette semaine. Et puis donc la semaine prochaine, programme intéressant aussi. Donc lundi, des chiffres de production industrielle pour la zone euro. Mardi, je vous le disais, donc pour la Chine, 3 données qu'on va surveiller de près, les ventes au détail, la production industrielle et l'investissement. Ça, c'est important justement pour la vue de l'état de santé de la Chine. Et en ce moment, je pense que ça va être majeur pour les marchés, notamment les marchés chinois aussi. On a vu que les autorités chinoises s'étaient employées ces dernières semaines à essayer de freiner la baisse des marchés par différentes instructions données aux banques ou aux fonds d'État pour soutenir, pour acheter des actions chinoises. On a vu également des accélérations dans les discussions avec les États-Unis sur la question du délisting des valeurs chinoises. C'est une menace qui plane. Beaucoup de valeurs chinoises, tech notamment, sont cotées sur les places américaines. Et c'est une grosse menace américaine de dire, en gros, si vous ne donnez pas toutes les infos qu'on veut et que vous n'êtes pas transparent sur les comptes des entreprises, eh bien, en gros, on peut délister vos valeurs. Donc ça, il y a eu apparemment des accélérations de la discussion. Ça peut être une volonté de la Chine d'aller un peu plus vite là-dessus pour justement éviter que les marchés ne se dégradent trop. Donc voilà, quelques datas comme ça. Il y a une troisième que j'ai oubliée, mais qui allait également dans ce sens-là, qui montrait que la Chine était assez regardante sur ses marchés actuellement, marché actions, et que ça allait peut-être dans le signe de quelque chose d'intéressant, mais pour que ça rebondisse vraiment, il n'y a pas trop le choix. Il faut qu'il y ait vraiment un soutien de la macro, et donc c'est ce que l'on verra donc la semaine prochaine, mardi. On aura également mardi le sentiment, l'indice ZIU, qui est l'indice de sentiment économique en Allemagne, à surveiller évidemment l'Allemagne, toujours très exposé à la Russie, avec un DAX qui a bien rebondi aussi. Donc on va voir si le ZIU vient un petit peu conforter ce sentiment d'amélioration qui s'est déjà manifesté sur les indices. Est-ce qu'au niveau des indices de sentiment, ça commence à apparaître aussi? On aura le début du G20 mardi, G20 sur mardi et mercredi. On aura des prix à la production mardi pour les États-Unis, donc voir si ça va dans le sens qui semble probable, je pense, d'un tassement aussi de la hausse des prix à la production aux États-Unis. Donc, on aura une stat de cet ordre-là, dans le même sens en tout cas que ce qu'on a vu aujourd'hui. Mercredi, tout ce qui est inflation au Royaume-Uni, donc attention à la livre, aux actifs britanniques. Mercredi, chiffre attendu d'inflation britannique, production industrielle américaine et vente au détail. Ça, c'est important aussi pour la Fed. Est-ce que la consommation américaine se tasse un petit peu? Les ventes au détail, si c'est le cas, je pense que ça peut faire plaisir au marché parce que, en tout cas, ça ira dans le sens, encore une fois, de ce que veut la Fed, de tempérer un peu cette demande pour calmer un petit peu les prix. Donc voilà. Il ne faut pas non plus que les datas soient catastrophiques, parce que là, entre des mauvaises nouvelles qui sont des bonnes nouvelles pour le marché et puis des mauvaises nouvelles macro qui deviendront des mauvaises nouvelles parce que malheureusement ça fait craindre une récession ou un atterrissage brutal de l'économie, il ne faut pas non plus que ça ralentisse trop fortement. Vous voyez, il faut que les stats montrent qu'elles se tassent, qu'elles commencent à plafonner, voire à ralentir un petit peu. Il ne faut pas non plus qu'il y ait moins 10%, vous voyez, j'exagère évidemment, mais il ne faut pas qu'il y ait un trop gros décrochage non plus du comportement des consommateurs. 2/3 de l'économie américaine, c'est de la consommation, donc il faut quand même que ça reste acceptable comme bad news is good news. Si c'est vraiment très dégradé, là, attention, c'est plutôt le risque récessif qui va reprendre le dessus, et ça ne plaira pas aux indices. Donc, rendez-vous important mercredi. Jeudi, nous aurons toujours les stats américaines avec les permis de construire et les mises en chantier, et vendredi, on terminera par les ventes au détail au Royaume-Uni. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.